Éric Nolot qui dit des dingueries sur l'extrême gauche. Oui, ça donne envie de mourir. Non, parce que les gens, il va dire que de la merde, ça va être marrant. D'ailleurs, Bah ces oui, lumières-là, justement, on en fait, les c'est ça, c'est qu'il va avait être dans ridicule. notre Zawa Show avec Mélenchon. Ouais. On avait les mêmes Bon, après, lampes c'est les lumières qui est énormes. littéralement sur Après, tous les là, plateaux après télé, avec mais- les trucs derrière, c'est bien moche, hein, avec la plante de merde et le truc là. Ah ouais. L'expertise de Nolo sur la gauche et l'extrême gauche me paraît vraiment Nécessaire. essentielle. Bah, c'est un homme de gauche, il le dit tout le temps lui-même. Bien Donc sûr. moi je lui fais confiance en tant qu'homme de gauche. Peste brune, peste rouge, Peste qui est rouge. fasciste? Oh, Wesh. putain, attends, mais attends. Avec le triptyque. Mélenchon d'un côté, ça, Le c'est qui, ça, c'est Pen Pétain. et Pétain. Mais attends, mais du coup, Le Pen il est censé être le centriste entre Pétain et Mélenchon. Je comprends rien. On Mais dirait surtout que j'apprécie. Mélenchon, ils l'ont mis à droite et Pétain à gauche. Oui, C'est j'ai très l'impression bizarre. de voir un truc de Plantu. Moi, je me rappelle une fois, j'avais été dans un appart d'extrême gauche, on va dire, de gauchistes, et ils avaient une immense affiche sur la porte de leur chiotte où c'était Pétain avec écrit « Êtes-vous plus français que lui ?» Et ça m'avait toujours fait rire de voir ça. Êtes-vous plus français que lui? Bah, je pense que C'était c'était pas une un- blague edgy, quoi. Oui, c'était un truc un peu ironique, Et je quand crois. j'étais rentré, j'étais en mode « Mais attends, mais c'est des droitards qui habitent ici et tout ?» Et en fait, non, c'était des immenses gauchistes. C'était une affiche de propagande, elle était dans les livres d'histoire. Ah ouais? Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que ça me dit quelque chose, le truc. Non, mais c'était des... Après, je pense que c'était pour l'humour. Hein. Alors, Front Populaire. On a fait un petit entretien ensemble pour essayer d'analyser le parcours de la gauche, ce qu'on a appelé l'étrange défaite de la gauche, puisque sa Michel tête. Onfray, vous revendiquez d'une gauche qui n'a plus n'est plus tellement dans l'air du temps, malheureusement, en tout cas pour ce qui est de personnel politique. On va y revenir. Mais c'est quoi sa gauche à Nolo? Je dis de exactement mémoire. Bah, Sa gauche qui est plus dans l'air du temps, c'est quoi? c'est la gauche coloniale. anti-woke. C'est la gauche anti-woke, c'est tout, je pense. Hein. À chaque fois qu'il Ah. décrit, c'est la gauche opposée à la gauche. C'est Ah dit oui, le la truc gauche. un peu, là. Ah, Voilà, la gauche, c'est ça. la gauche. Ah. Exactement. Jadis auréolée de gloire pour ses combats au nom de la justice sociale, la gauche française est devenue une ombre. Entre trahison des idéaux d'hier et censure des débats d'aujourd'hui, l'époque a changé, diront certains, et les hommes aussi, sans doute. Éric Nolot revient avec nous sur cette étrange défaite. Est-ce que vous pensez que c'est une question d'époque ou que c'est une question d'homme? Est-ce que c'est l'époque qui fait que le personnel politique a été obligé de courir derrière et de s'adapter, ou est-ce que finalement c'est quelques personnes qui mettent des nouveaux thèmes sur la table et qui font que l'époque suit? Moi, ce que je constate, c'est que les questions de merde, c'est hein. pas si nouveau que ça. En fait, Est-ce que c'est la gauche, l'immanence c'est du temps politique ou est-ce que c'est les gens méchants? Mais ça, c'est vraiment les questions de la droite, hein. DA de la revue de Michel Onfray, semi-habile, où tout est une occasion de se montrer un peu malin, que un des peu primitifs de intelligent. cons. Putain, mais on dirait les gens qui écrivaient dans des journaux papier à Sciences Po, quoi. Ah ouais, où tu sens que la posture de la phrase compliquée rend tout ce que dit plus légitime, quoi. En fait, la gauche est devenue l'extrême gauche. Donc, toutes les lubies d'extrême gauche, on les connaissait. Déjà, l'antisémitisme à l'extrême gauche, à cause du conflit israélo-palestinien, le tiers-mondisme. Le tiers-mondisme, mais c'est pas... Tiers-mondisme, c'est pas de Mais pour moi, alors, peut-être que j'ai une mauvaise définition du tiers-mondisme. Bah, surtout que, bon, Eda, il dit tiers-mondisme au lieu de dire non-alignement, mais bref, on va pas aller là-dessus. Ça, Et pour moi, après, parce que moi, dans ma vie, quand j'ai découvert le tiers-mondiste, c'était à propos de Kouchner, et la blague, c'était deux tiers-mondistes, un tiers-mondain. Et que c'était un truc un peu tiers-mondiste de se prendre en photo avec des sacs de riz oui, c'est ça, en Afrique. Mais un peut-être peu que j'ai une humanitaire mauvaise... à la con, tu vois. mais Peut-être oui. que j'ai une mauvaise définition. Hein. Le tiers-mondisme désigne l'idéologie ou courant idée favorable au tiers-monde, introduite en 1952 par le démographe Alfred Sauvy. Courant de sympathie vis-à-vis des pays du tiers-monde, de pair avec un soutien au mouvement politique. Non, mais en fait, ça a l'air plus basé que Kouchner. Moi, j'avais une image très humanitaire, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Différents mouvements politiques ou mouvements de libération nationale, pays du tiers-monde, mettre en perspective avec l'évolution de la stratégie soviétique qui, peinant à progresser dans l'Occident, se tourne vers les pays du tiers-monde pour l'expansion de son influence révolutionnaire, soutient la guerre d'indépendance d'Algérie ou les révolutions castriques à Cuba. Fin 60, CCFD, Secours catholique. Tu vois, il y a quand même... Il y a quand même déjà un truc un peu humanitaire. Aide à toute détresse. Oh, putain, je savais pas. Il y a quand même un truc un peu humanitaire. En fait, dans un deuxième temps, à la fin de la période coloniale... Tito. Oui, c'est ça, c'est Tito pour moi. C'est Nasser, Tito, ça c'est ça moi. Ben moi. Barka, Après, ça, c'est les Che Guevara, Mao. Ok, c'est donc des gens basés. Kadhafi, Mao, on est bien. Théoricien, Fanon Sartre, Dumont. Ok, donc, oui, voilà. donc en fait, et du coup, c'est la gauche quoi. Du coup, on en revient fait, c'est PCF quoi. En fait, c'est vraiment en fait ce qu'il dit comme l'extrême gauche, c'est juste la norme au PCF à l'époque quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, du coup, d'où la blague sur Kouchner de tiers-mondiste, un tiers-mondain. C'est que c'était le dévoiement. Voilà, c'était déjà le dévoiement de l'idée tiers-mondiste du truc quoi. L'aile gauche de la NSDAP à l'intérieur de la ligne tiers-mondiste.
plus connu celui de Johann von Leers, dont l'antisémitisme obsessionnel l'amène à un intérêt soutenu pour le monde arabe et pour l'islam. Ah, on en revient. C'est le dièse du Moufti de Jérusalem. Ok, j'ai compris. Ok, d'où le truc de vous êtes un peu des nazis parce que vous soutenez les Palestiniens. Oui, c'est ça. Les mystiques. Attends, Guénon, ah ouais, ça c'est l'enfer. Attends. Ouais, c'est ça. Anti-occidental, effectivement sur le Grèce. Au secours. Hérité de Jeune Europe, le tiers-mondisme spiritualiste inspiré de Guénon, l'apparition du livre allant de Benoît, Europe tiers-monde, même combat, donne corps à cette synthèse. Et en fait, donc, t'as aussi un tiers-mondisme de droite, une sorte de néo-tiers-mondiste antisémite, quoi. Mais qui, en vrai, a égalité, pris fin réconciliation, Alain Soral. Mais qui, en vrai, a pris fin avec l'hégémonie de la théorie du choc des civilisations aussi. C'est-à-dire que c'est pour tu ça peux plus parler de tiers-mondisme et de philo-islamisme, je sais pas, de islamophilie, quand ça devient l'ennemi héréditaire naturel de l'Occident, quoi. Ok. Ouais, le front de la foire, catholique français, immigré musulman, anti-laïque, la différence avec l'altermondialisme, l'altermondialisme, c'est une autre expression de ça, j'ai l'impression, à gauche. Ok. Notamment dans les courants écolos, etc. Mais du coup, c'est ce qui justifie sa take. Le tiers-mondisme est antisémite. Sauf que là où c'est un FDP, c'est qu'il la colle à l'extrême gauche, alors qu'en réalité, évidemment, c'était le tiers-mondisme d'extrême droite qui se constituait sur l'antisémitisme, quand celui d'extrême gauche s'est constitué sur la révolution et les mouvements de libération. Et du coup, il fait encore l'inversion. La strate de l'extrême droite, c'est de s'approprier les luttes déjà existantes pour bénéficier du corpus qu'elle crée, en fait. Ouais, c'est ça. Donc il ment. On les connaissait, sauf que c'était réservé à la marge. C'était quelque chose qui concernait 1%, un petit peu plus parfois, de l'électorat. Là, c'est 1% de l'électorat, mais c'est un menteur. Attends, mais là, il est en train de dire que la gauche anticapitaliste et anti-impérialiste, c'était 1%, mais il connaît les scores du Parti communiste à l'époque, où c'était les plus révolutionnaires. Et même plus récemment, les scores des partis trotskistes de l'extrême gauche française, l'extrême gauche française, elle a jamais été à 1%, c'est mentir. Mais parce qu'il a besoin de renvoyer ça à de la minorité et de la marginalité pour se justifier de dire oh là là, vraiment, le PCF promis, ça va pas durer. Les gens qui disent le PCF était pas vraiment tiers-mondiste, oui, bon, après il a parlé de l'extrême gauche anticapitaliste, le couteau entre les dents. Tu peux mettre le PCF de l'époque dedans, arrêtez. Oui, et reprenez la page Wikipédia aussi, que c'était aussi une strate de l'Union soviétique de se tourner vers les pays du tiers-monde récemment décolonisés pour recentrer un petit peu son discours au niveau international, et le PCF en était un relais aussi. En gros, ce que je viens de vous dresser, c'est le portrait robot de la France insoumise, qui est maintenant la principale force de gauche, à la fois dans les pourcentages de vote et à l'Assemblée nationale. Donc en réalité, rien de nouveau, sauf que ce petit théâtre antifasciste, comme disait Jospin, et bien maintenant, ceux qui jouaient les utilités jouent les premiers rôles. Jospin, donc ça change tout. Super rêve. Effectivement... Super rêve de gauche. Comme disait Jospin, mais putain, t'es sacrément légitime quand tu dis ça. C'est ridicule. Et puis surtout, quel est le double intérêt de placer la fille comme l'extrême gauche, le couteau entre les dents? Pour moi, il y a un double intérêt chez des personnages comme Nolo de faire ça. C'est que d'une part, ils savent très bien que la France insoumise n'a pas des idées d'extrême gauche, que c'est un parti réformiste qui veut gouverner au sein du capitalisme. C'est que de un, du coup, tu déradicalises l'extrême gauche en faisant croire que c'est la France insoumise l'extrême gauche, parce que ça veut dire que les idées radicales, révolutionnaires, de révolution armée ou non, d'anticapitalisme radical de l'extrême gauche deviennent d'autant plus marginalisées qu'on fait croire que c'est la France insoumise qui les tient, alors que c'est pas le potentiel de la fille. Et ensuite, ça permet aussi de diaboliser la France insoumise et de diaboliser la possibilité d'avoir cet entre-deux un peu inédit de la France insoumise, de ce truc réformiste radical, on va dire un peu, tu vois, qui était un truc qui avait disparu et qui avait pas vraiment existé. Et en réalité, il y a presque sur cette side-là une alliance entre l'extrême gauche Révolution Permanente et Nolo, où Révolution Permanente, de leur avis, c'est de dire que le problème des réformistes un peu solides comme la FI, c'est qu'en réalité, c'est un airbag mis entre le peuple et la révolution pour le convaincre de ne pas se révolter et de simplement aller voter, et que du coup en réalité ça permet d'avoir la fille qui capte les instincts révolutionnaires et radicaux du peuple de gauche pour l'empêcher de faire la révolution, et que comme de toute façon ils ne peuvent pas le prendre le pouvoir, ça permet de garder sous la coupe le peuple révolutionnaire en l'enfermant dans le réformisme, et du coup de conserver le pouvoir aux libéraux et à la droite. Trop te mettre ado RP, hein, j'adore. Bah non, mais ils ont juste le même avis que lui, oui, c'est tout. Oui, je suis d'accord. La seule différence,
c'est que Nolo, il a... la seule différence, c'est que Nolo il est contre-révolutionnaire et que RP est révolutionnaire, quoi. Voilà, exactement. Lui, son intérêt, c'est de détruire la FI, parce qu'ils sont un peu trop radicaux pour lui, et de faire croire que c'est ça l'extrême gauche. Comme ça, l'extrême gauche devient non radical, quoi. C'est qu'il assimile aussi la FI à l'entièreté de la gauche, etc., pour pouvoir mieux détruire la gauche et en empêcher la possibilité d'existence. Après, ce qui dit convergence Nolo-RP, non mais c'est une blague, les gens. Alors, faut tout... Ce qui est horrible, c'est qu'on peut plus faire de blagues, vous prenez tout premier degré, ça me rend fou. Alors que je les défends, justement, moi je trouve que ils sont plus respectables. Il ne faut pas faire croire que la France insoumise c'est l'extrême gauche, c'est une insulte à l'extrême gauche, désolé. Oui. L'extrême gauche, elle a des idées, elle a une histoire, c'est pas celle de la France insoumise. D'ailleurs, j'ai déjà vu Mélenchon le dire plusieurs fois ça. Oui. De dire lui-même, c'est pas une insulte respect envers les trotskistes qui sont autour de lui, quoi. C'est ça, et même lui il dit c'est pas une insulte l'extrême gauche, c'est juste que c'est pas mon camp. Et que l'extrême gauche, ils ont une histoire, ils ont des idées, c'est pas les nôtres. Genre, c'est faux. Moi, en tant qu'homme de gauche, d'une certaine gauche, je ne peux pas me retrouver dans ce que je nomme la gauche, c'est-à-dire une gauche qui est anti-républicaine, anti-laïque, anti-universaliste, une gauche qui est en fait en contradiction totale avec mes convictions, et en effet, je suis de ce point de vue-là très proche de Michel Onfray. Pour moi, là où tu vois que son arnaque, elle marche pas, c'est que par exemple, anti-républicaine. Tu peux avoir une extrême gauche que tu pourrais faire passer avec mauvaise foi comme anti-républicaine parce que justement, pour eux, la République, c'est simplement la défense des intérêts de la bourgeoisie, etc. Donc là, on connaît quelle extrême gauche a ce discours-là. Mais la France insoumise, c'est des républicanistes au dernier degré. Ils passent leur temps à sucer goulûment les boules de Robespierre, vraiment. C'est leur obsession. Littéralement, vraiment... Antoine Léaumont se compare à Robespierre et il compare Louis Boyard à Saint-Just, s'il vous plaît, arrêtez. Oui, c'est ça, genre c'est des jacobins, républicanistes complètement dégénérés, c'est même un problème des fois leur niveau d'amour de la République. C'est des républicains fondamentalistes. Oui, de fou, je les aime bien. Oui, toi, mais toi aussi t'en es un républicain fondamentaliste, t'es protestant. Non, je suis pas aussi. Oui. Allez. Et pareil, anti-laïcité, c'est faux. Par contre, je suis fondamentaliste sur la laïcité. C'est des fondamentalistes de la laïcité. Cassandre, pareil, c'est un protestant, c'est eux qui l'ont inventé. Donc, en fait, le problème, c'est que la France insoumise est dans un entre-deux bizarre qui les met mal à l'aise. C'est qu'en même temps, ça parle d'islamophobie, ça a des positions plutôt solides sur la question de la Palestine, et en même temps, est toujours dans un référentiel de cette ancienne gauche qui vante, c'est-à-dire la République, la laïcité, le truc, tu vois, un truc qui est très ancienne gauche. Et en fait, la FI, c'est cet amalgame bizarre qui n'a pas de sens, quoi. Oui, parce que la France insoumise résout cette contradiction historique. Non, vas-y, la parole insoumise, vas-y, fais la propagande. Parce que t'as un truc de... C'est années 90, néolibéralisme, la fin de l'histoire, la gauche est obsolète. Donc la gauche mitterrandienne, etc. Donc du coup, cette gauche ne peut plus exister. Et en même temps, la gauche qui doit exister, c'est le PS, etc. Et en fait, la contradiction, c'est que cette gauche n'est pas censée encore exister. Et pourtant, elle continue d'exister en actualisant son truc, etc. Y compris dans le réformisme, y compris en se calmant un peu plus sur l'anticapitalisme, etc. Enfin bref. Mais du coup, ça résout cette contradiction-là en faisant encore exister une gauche qui a été construite comme obsolète. Oui, mais en fait, moi, je suis obligé de reconnaître que la take de la FI a sauvé la gauche en créant une alternative réformiste beaucoup plus solide sur plein de questions, je la reconnais. Mais la take aussi que du coup, ça a un peu niqué le business, je le dis comme ça exprès, de l'extrême gauche révolutionnaire, parce que du coup, t'as plein de jeunes qui trouvent une radicalité dans la manière d'exister de la FI, qui du coup ne se forme pas dans une formation beaucoup plus révolutionnaire, elle est réelle aussi, tu vois. Et donc là, t'en reviens au truc de, est-ce que tu penses que la prise de pouvoir est possible dans un cadre électoral de la France insoumise, ou est-ce que tu penses qu'il n'y a que la révolution? Si tu penses qu'il n'y a que la révolution, t'es obligé de détester la France insoumise. Parce qu'ils leur volent de fait des militants et des militantes. Après, ils politisent une génération, ils en amènent aussi. Moi, j'ai aussi un peu la vie entre les deux, tu vois. C'est aussi la génération Mélenchon, déçue par la lenteur du jeu parlementaire, fini dans des manifs avec RP aussi, tu vois. Après, moi, si vous voulez mon avis, moi, je crois pas à la prise du pouvoir par une révolution d'extrême gauche, armée ou quoi, tu vois. RP, ils sont plus sur la grève générale, ce qui me paraît déjà être un peu plus... C'est plus logique, ouais. Mais il y a des trucs bien comme Gaz, faut pas caricaturer, oui, c'est ça. Puis moi, je trouve que là où la FI sont forts, c'est qu'ils font que utiliser des outils d'extrême gauche pour faire du réformisme, et c'est là qu'ils baissent tout le monde. Bref. Alors justement, lui aussi dit souvent, quand on lui pose la question, oui, mais quand même, est-ce que vous êtes toujours de gauche? Il dit oui, moi j'ai pas changé de programme, c'est la gauche qui a changé, ce que vous dites. Et il lui est souvent répondu, mais quand même, vous êtes plus le Michel Onfray d'une certaine époque, etc. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'Éric Nolot?
vous n'avez transigé sur rien, bougé sur rien, ou est-ce qu'il y a certains domaines dans lesquels vous dire oui, je suis toujours de gauche, mais néanmoins j'ai Si évolué. t'as bougé sur rien, Mitterrand, c'était quoi? C'est Pamphlet ultra contre Jean-Luc gauche. Mélenchon. Ton attaque marche sur le fait que tu regardes Parce que là, il le dit sur programme Onfray qu'il a gardé économique le de programme, 81, il est d'ultra gauche pour eux, sauf que déjà Onfray ça a jamais été un mitterrandiste, donc pour Onfray ça marche pas. Nolo, je sais pas sa position sur Mitterrand, mais eux en réalité les questions économiques sont, je pense, un peu quantité négligeable. Après lui il l'a dit un peu l'anticapitalisme forcené, etc. D'accord, tu vois, moi je pense que par exemple sur la question anticapitaliste, libertaire, peut-être qu'ils seraient pas d'accord avec eux, ce qui les dérange, on pourrait discuter de l'économie et ils se moqueraient de la gauche trop anticapitaliste. Et par exemple la France insoumise, ça serait l'ancienne fille, le couteau entre les dents, laïciste au dernier degré et un peu de gauche sociale. Je pense pas qu'ils seraient dans une guerre comme ça. Ce qui les dérange, c'est l'antiracisme, le côté pro-LGBT et la Palestine. C'est pas sur les questions. Les questions économiques peuvent être un conflit, mais c'est pas le conflit irréductible, ça l'est plus. Genre là, eux, ils tablent que sur ces questions-là, quoi. Je recours à une métaphore ferroviaire, une expérience qui nous est tous arrivée. Vous êtes à bord de votre wagon, vous attendez que ça démarre. À un moment, vous avez l'impression que ça démarre. Or, c'est le train d'à côté qui est parti et qui vous a donné l'illusion du mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'en effet, le train de la gauche est parti sans moi, et il est parti sur une voie de garage. La gauche a même déraillé avant d'atteindre la voie de garage. Et moi, je suis resté fidèle à ma place, non seulement droit dans mes bottes, mais droit dans ma place. C'est-à-dire, je suis fidèle aux idéaux que je vous ai. C'est là que tu vois l'arnaque Zemmour-Nolo. C'est que le gauchiste rappelle que le gauchiste du duo Zemmour-Nolo, c'est ce mec. Oui, mais c'est en termes de ses engagements, etc. Enfin, il a fait. Mais c'est la gauche à l'ancienne, cynique, mondaine, écrivain raté, journaliste. Tu vois, c'est vraiment cette gauche-là, quoi. Un peu la gauche que décrit Aurélien Bélanger, quoi. Ouais, c'est ça. La laïcité, la République, l'universalisme, l'émancipation de l'individu par l'éducation, je n'ai pas bougé. Caroline Forest. L'émancipation de l'individu, mais par l'éducation des c'est ça. Comment elle s'appelle, l'autre Polony, exactement. Ouais. Polony, j'ai dit Forest en pensant à Polony. C'est ça. Il faut ramener de l'autorité dans la classe. Enfin, voilà, quoi. Ceux qui sont devenus de gauche quand la gauche avait le pouvoir à des postes à pourvoir. Moi, je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a des gens qui disent il est devenu de gauche depuis qu'il faut leur taper dessus. Moi, je suis un peu d'accord aussi sur ce gars. C'est qu'on n'a jamais vu ce gars autant se réclamer de la gauche que depuis pour dire que la gauche, c'est pas bien. Ça, oubliez jamais, genre, les droitards comme ça, leur plus grand plaisir, c'est toujours de ah, mais moi, je suis de gauche et je suis contre la gauche. C'est comme les droitards, ça, je me rappelle pour les élections, ça popait tout le temps sur notre chat de non, mais moi, je vis dans un quartier difficile. Et donc je sais que je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir mon pass islamique. Il y a un mec qui nous avait dit ça dans le chat. Hein, oui, je me rappelle. Qui avait dit qu'il fallait un pass islamique pour rentrer dans son quartier et tout. Hein, ils sont toujours concernés par le truc qu'ils veulent le fameux dénoncer, j'ai quitté la gauche. I left the left. Et je me rappelle aussi le très bon exemple. Le mec avait appelé moi et les filles, j'ai renvoyé ma carte, je l'ai déchirée. Genre, j'étais dans ce parti, hein, j'avais ma carte et les filles. J'avais ma carte. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. T'as rendu ta carte, Après, j'ai 64 ans dans quelques jours, entre mes 20 ans et mes 64 ans, il s'est passé quelques petites choses dans le monde. Ce que représentait l'islamisme quand j'avais 20 ans, c'est plus que l'islamisme aujourd'hui. C'est devenu un danger qui se rappelle à nous par des attentats, et plus même que par des attentats qui sont des événements tragiques, par une sorte d'emprise au quotidien, un assaut concerté contre la République. Écoutez, il faut être aveugle pour pas le voir. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Donc voilà ce que c'est la vraie gauche, les gens de droite dans ces bottes. C'est qu'ils trouvent que l'islam est le plus grand danger actuel pour la République et que demain, et que même quand il n'y a pas des attentats, c'est juste qu'il y a des musulmans, quoi. La possibilité que les musulmans prennent le pouvoir politique en France. On le voit aux élections, là on le voit à l'Assemblée. Le parti musulman a tellement d'élus. T'as vu leur percée aux dernières législatives, le parti islamiste français, là, le PIF. Le PIF. Ça les rend, si un jour le PIF existe, au secours. Et là, l'argument que me sortirait un holo mental, c'est que, effectivement, ce n'est pas encore possible d'avoir un parti musulman pour la charia en France, mais que la France insoumise, sous l'influence du CCIF ou de je sais pas qui, fait monter l'idée de l'islamophobie pour préparer que dans quelques années, y ait ce parti de la charia, et que ce parti de la charia qui aura
été permis par la France PDC, Insoumise, le PDC, qu'aura été permis par la France Insoumise la question de l'islamophobie, coupera la gorge et des Insoumis et de tous les autres Français, et voilà, et bref, etc. Et tu connais leur rhétorique de la takia, du mon cul, l'islamophobie, c'est seulement un terme des frères musulmans pour faire accepter la charia en France, blablabla. Bla, bla, bla. Tu as fait le pitch de soumission de Houellebecq là. Oui, bah, je sais que c'est la théorie de Houellebecq. Bien sûr, c'est tout le truc de Houellebecq. C'est la théorie de toute cette ex-gauche mondaine qui n'avait de gauche que la posture de l'intellectuel forcément de gauche, mais en réalité cynique et connard, quoi. C'est un peu un mélange, c'est-à-dire que, étant fidèle à mes convictions, je suis très éloigné de cette gauche qui me considère comme un social traître. Mais en fait, pour être un social traître, il faut déjà avoir trahi quelque chose en quoi tu croyais. Le problème, c'est que tu crois en rien. La gauche te prend pour un droitard islamophobe. Oui, t'es pas un social traître. Tu mérites même pas le titre de social traître. Tu n'as rien trahi. Genre en fait, il était de gauche quand fallait traîner dans des soirées mondaines avec Matzneff, en fait. C'est pas ça la gauche, frère. Ça implique une potentielle conception substantielle de la gauche. Est-ce que la gauche, c'est des principes et des idéaux, quelque part, qui sont transhistoriques, c'est-à-dire peu importe les époques, la gauche, c'est toujours ça et ça restera toujours ça? Ou est-ce qu'on peut en avoir une approche, topographique, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un échiquier politique, pas clair. Et puis ceux qui sont là se retrouvent ici. Non mais si, c'est de dire en gros, est-ce que la gauche c'est un corpus de trucs qui bouge pas, et du coup tu peux dire la gauche c'est ça, ou alors est-ce que la gauche ça bouge, et alors du coup en fait on est face à des trucs mouvants, et du coup on sait plus trop ce que c'est. C'est complètement con. Il n'y a rien de trop de réfléchir de manière univoque d'idéaux qui ne bougeraient jamais, qui ne sont jamais en question. C'est vrai pour aucun mouvement politique, aucun parti, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Genre, il suffit de voir par exemple le parcours du RN, où ils sont passés de libéral, thatchériste, réganien, à faussement social souverainiste, à un retour de libéral souverainiste bizarre pas assumé. Enfin, le monde politique, il y a tout le temps des transformations idéologiques et des mouvements idéologiques en permanence, quoi. Il y a des reconfigurations, qu'elles soient opportunistes, qu'elles soient sincères. Oui, c'est ça, ou un peu des deux. Oui. Parlons de l'extrême droite, par exemple, c'est aussi on en parle dans ce numéro. Éric Zemmour, que vous connaissez bien, on lui a posé parfois la question, est-ce que vous êtes d'extrême droite aujourd'hui? On dit vous êtes d'extrême droite. Et il a répondu, en tout cas la fois où je l'avais écouté, je suis pas d'extrême droite parce que l'extrême droite, c'est des gens qui veulent renverser la République et rétablir la monarchie. Écoutez, moi je suis républicain et bonapartiste, j'ai aucun rapport avec l'extrême droite. C'est ridicule, hein, cette analyse. Hein. Tu vois, et là, du coup, en ayant une version figée... Même dans son fascisme, il est anti-révolutionnaire. En ayant une version figée des définitions, ça fait que ça te permet de t'extirper de catégories qui t'arrangent pas, comme Éric Zemmour avec l'extrême droite. Je ne suis pas dans une ligue fasciste des années 20, donc c'est bon, je suis pas d'extrême droite. C'est ça, et donc ça te permet de te sortir d'une étiquette qui te met mal à l'aise, comme avec Zemmour qui dit qu'il n'est pas d'extrême droite, ou de forcer une étiquette sur quelqu'un qui te plaît pas, comme Nolo... avec la gauche soi-disant anti-républicaine, anti-universaliste, que tu peux du coup rentrer dans la case de l'extrême droite et du fascisme, parce qu'en réalité Zemmour est républicain et l'extrême gauche ne l'est pas, donc c'est l'extrême gauche qui est fasciste et Zemmour qui est progressiste et démocrate, quoi. Cette envie de dire, c'est orwellien. Il y a toujours eu ces deux gauches dont, pour moi, l'une n'est pas de gauche. Vous avez déjà cette lutte entre la gauche antitotalitaire et la gauche totalitaire. Pour moi, la gauche totalitaire, c'est une contradiction dans les termes. Donc ces gens-là... Ce concept qui nous a fait tellement mal, le concept antitotalitaire. Ça nous a donné Glucksmann. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Hein. Ouais. Et ça, il faut comprendre que dedans, ils mettent des groupuscules d'extrême gauchistes qui veulent tout abolir, de l'école à la prison en passant dans du totalitaire. Hein. Genre pour eux, par exemple, l'idéologie woke, pro-trans, mon cul sur la commode, c'est du totalitarisme. C'est totalitaire parce que ça touche... En fait, parce que pour le totalitarisme, en gros, c'est pas la définition qu'ils vont en donner, mais pour que vous compreniez, c'est tout ce qui touche aux catégories qu'ils pensent comme universelles. Parce que oui, du coup, tu penses à la totalité du corps social, etc. Donc dès que tu touches à la question de l'orientation sexuelle et que tu la dénaturalises, bah ça impacte tout le monde, ça impacte la façon dont tout le monde perçoit le genre. Donc pour eux, c'est totalitaire parce que ça les touche dans leur petit confort, quoi, globalement. C'est de la folie, hein. Genre mais ça, de toute façon, le concept de totalitarisme, ça a été inventé par des gens qui voulaient faire un sort au communisme. Hein. De toute façon, ça a servi à ça. C'est un concept anticommuniste pour renvoyer dos à dos Hitler, Staline et tout, et dire tout ça c'est du totalitarisme. Et les historiens qui ont travaillé là-dessus, ils ont dit en fait non, l'organisation de l'État elle est pas pareille chez les soviétiques, notamment Chapoutot qui a beaucoup bossé là-dessus, mais pas que, hein. Il y a aussi des historiens états-uniens qui ont commencé à défoncer le truc. Dès que les gens ont commencé un petit peu à regarder l'organisation de l'État et à regarder au-delà de la propagande, parce qu'en fait c'est la propagande d'État. Les gens ils regardaient la propagande soviétique
qui prétendait contrôler tous ses citoyens et dire regardez, on est heureux, etc. Enfin bref. Et du coup, il disait c'est que ça doit être vrai. Et du coup, en fait, les gens se faisaient avoir. Et du coup, quand tu as eu des historiens qui ont eu un petit peu plus accès aux archives, au fonctionnement de l'État, etc., ils ont dit bah non, en fait, la propagande compensait une réalité de fait qui était que l'URSS n'arrivait pas à contrôler tout et c'était précisément ce qui amenait toute la corruption, etc. Ils renvoyaient des chiffres qui étaient faux au gouvernement central et du coup, ça a créé des catastrophes écologiques, notamment des chiffres de productivité, etc. Enfin bref, pour faire croire, etc., faire du zèle, etc. Oui, et comparer. Donc, tu as le truc URSS qui est un truc centralisé qui n'a pas les moyens de ses ambitions et qui de toute façon ne pourrait pas contrôler un tel territoire où en fait quasiment tous les chiffres et toutes les prétentions au contrôle sont en réalité fausses. Versus le truc nazi où là pour le coup c'est l'application du néolibéralisme aux institutions étatiques où chacune est en concurrence avec l'autre, ce qui est absolument pas le système soviétique. Enfin, en fait, tu as des trucs où ils ont permis de tout mettre ensemble en se disant il y a quand même un mec qui a sa tête en gros sur une affiche de propagande, donc c'est totalitaire quoi. En plus, ce qui est horrible, c'est que quand tu critiques le concept de totalitarisme, ils croient que tu défends le bilan Staline quoi. Tous les penseurs antitotalitaires de l'époque, c'était pour s'opposer au parti communiste, aux staliniens, etc. Et c'était le débat de l'époque. Enfin, c'était les Glucksmann, les DHL, etc. Il dit ça à des trotskistes qui répètent l'URSS, État ouvrier dégénéré toute la journée, comme s'ils adoraient ça quoi. Ça me fait trop rire. Pour ramener ça à un conflit très célèbre, c'est Camus contre Sartre. Vous voyez bien que plus le temps passe, plus on voit que c'est Camus qui avait raison. Camus contre Sartre, oh là là. Camus qui se retourne dans sa tombe. Après, il avait Camus expliqué ses trucs. Peut-être que les gens l'auraient moins instrumentalisé après. Bon. Sartre est quand même la figure emblématique, mais quand même parmi bien d'autres figures secondaires, d'une gauche qui s'est trompée sur tout, qui a soutenu tous les régimes totalitaires, qui a soutenu pour beaucoup l'écrasement des peuples et des petites nations par l'Union soviétique. Mais vous avez vu que c'était déjà le cas de gens qui ont été voués aux gémonies par cette fausse gauche, comme Kravchenko, comme Simon Less, etc. Et Camus en a pris plein sa musette parce qu'il n'était pas de cette gauche. Moi, je me revendique de cette gauche camusienne. J'estime que l'autre gauche, celle de Sartre, ou celle d'une idole de la gauche, Jean Genet, qui bandait pour les Waffen-SS de son propre aveu, je regrette. La gauche qui bande pour les Waffen-SS, ce n'est pas ma gauche. Voilà. Lui, il a un problème avec les homosexuels de toute façon. Non, mais de toute façon. Rappelle que le dernier entretien qu'il a fait sur Mélenchon, il a dit que Mélenchon était un homosexuel refoulé qui bandait sur les Arabes et que c'est pour ça qu'il était islamo-gauchiste. Et que du coup, pareil pour Jean Genet. Mais c'est littéralement la thèse de son bout. La thèse de son bout. Après, le truc, c'est que Jean Genet, c'est vrai. Il est devenu pro-pal parce qu'il aimait coucher avec des Arabes. Mais bon. Après, c'est logique qu'il soit de la gauche camusienne. Parce que dans le débat entre Sartre et Camus, c'est le débat aussi est-ce que tu te salis les mains? Est-ce que tu t'engages politiquement? Évidemment que c'est la gauche camusienne. Lui, il fait que gloser dans son petit salon et se dire je suis théoriquement de gauche et parler du monde des idées, etc. Bah oui, c'est la gauche pleutre. C'est la gauche qui fait rien. C'est la gauche qui est pas de gauche en fait parce qu'elle milite pas, tu vois. La gauche qui est du côté des gardiens du goulag contre ceux qui sont emprisonnés dans le goulag, qui ont craché sur Chalamov, qui ont craché sur Solzhenitsyn. Ce n'est pas la gauche. Donc il y a quand même des principes. J'ai l'impression que Nolo essaye de rejouer le match de l'antitotalitarisme. Alors que genre c'est lui qui est désuet en fait. C'est-à-dire qu'il trouve que la gauche de Mélenchon est désuète, mais c'est lui qui a un discours totalement désuet sur ce que représente même la France insoumise vis-à-vis de tout ça. Enfin genre, en fait son problème à Nolo, c'est qu'à partir du moment où l'URSS n'existe plus, il ne peut plus renvoyer la gauche au stalinisme. Alors du coup il a besoin de faire réexister le vieux débat antitotalitaire, etc. qui lui pour le coup est désuet pour donner l'impression d'une légitimité. Et puis surtout que bizarre, là où tu as raison aussi, c'est que quand tu avais Sartre qui écrivait il est important de faire croire qu'une vache soviétique fait plus de lait même si c'est faux, et tous les trucs un peu bandeurs, campistes, etc. T'avais un vrai truc un peu cringe et un peu pas très opérant dans toute cette histoire sur lequel tu peux faire un bilan, tu peux expliquer pourquoi c'était dit. Enfin, tu vois, moi je comprends aussi pourquoi Sartre disait ça à l'époque. Bref, mais en réalité aujourd'hui il y a des restes campistes à gauche et à la fille, le vieux des fois si tu veux, mais genre la fille, les gens de la fille, ils sont pas pro URSS, ils sont pas pour ce, enfin tu sais, genre c'est pas du tout leur imaginaire quoi. Même pour parler de cas moins emblématiques que les goulags d'Union soviétique, regardez l'appui qui a été porté à Cuba ou à d'autres régimes tout à fait. Et tu vois par exemple, moi je trouve que c'est beaucoup plus légitime d'avoir une tolérance un peu aveugle sur Cuba par rapport à l'URSS par exemple, parce que Cuba c'est vraiment une île isolée sous blocus américain, déstabilisée en permanence avec des gens qu'on essaye de pourrir, tu vois, tu sais, genre il y a un truc où Cuba tu peux plus comprendre pourquoi on va dire que t'arrondis les angles quoi, genre tu sais c'est tellement pas le même contexte quoi. La gauche qui est pour l'écrasement de l'homme
par le régime communiste, sous prétexte que c'est le régime communiste, ce qui ne supporte. Donc on en revient à la réalité de l'anticommunisme primaire, ce qui est complètement con, parce que, encore une fois, la fille n'est pas communiste. Après, c'est bizarre parce que mon ami Éric Zemmour est plus fin rhétoricien que ça d'habitude. Il aurait pu vous répondre que, en effet, la mentalité de la véritable extrême droite, c'est-à-dire arriver au pouvoir par la force, renverser, rétablir la monarchie ou pas d'ailleurs, ou un régime dictatorial, est passé à l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon et ses amis jouent beaucoup avec ça. C'est-à-dire qu'ils laissent entendre que si on n'y arrive pas par les urnes, on prendra le pouvoir par la rue et par la violence. Ils sont très fascinés par la Révolution française, par toutes sortes de révolutions d'ailleurs. Attends, ça a jamais été... Attends, non mais là c'est un immense... Menteur, ça veut dire que ce mec se prétend laïque, républicain et universaliste, et il reproche une fascination à la Révolution française qui est le blueprint des idéaux qu'il est censé défendre. Oui. Allô ? Mais lui, en réalité, ce qu'il aime dans la Révolution française, c'est les traîtres girondins. Et que les jacobins et les sans-culottes, ils ont le couteau entre les dents et la terreur, etc. Mon cul sur la commode. Alors que la terreur, ça a été fait parce que les Éric Nolot se faisaient poursuivre dans la rue avec des couteaux pas aiguisés et que le peuple leur coupait la tête et que Robespierre, il a dit « Oula, les Éric Nolot, ils se font assassiner dans des coins de rue par les gens. On va plutôt faire une loi pour qu'on se mette d'accord pour leur couper la tête de manière un peu plus gentille. » Voilà la vérité sur les Jacobins, c'est qu'ils ont empêché que vous vous fassiez égorger aléatoirement en faisant la terreur et en faisant le comité de salubrité publique. Bah, c'est le principe d'une épuration légale. C'est comme ce qu'a fait De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. L'épuration légale, c'était pour éviter que les gens fassent n'importe quoi et aillent buter leurs voisins. Avec des couteaux pas aiguisés. C'est peut-être un peu caricatural. L'extrême gauche est devenue l'extrême droite de ce point de vue-là. Ce sont les seuls, à ma connaissance, c'est pas le cas de Marine Le Pen, par exemple, faut le dire. Mais surtout dire que l'extrême gauche est devenue l'extrême droite parce qu'elle est révolutionnaire. L'extrême gauche a toujours été révolutionnaire. L'extrême droite, elle l'a été à un moment et elle a changé de méthode depuis. Je veux dire, la révolution n'est pas l'apanage d'un camp politique non plus. Enfin, Bah c'est ça. Bref, mais parce que en réalité, il ne veut pas manier des concepts à partir de ce qu'ils sont. Il est simplement dans de la propagande. Contre la gauche, en faisant croire qu'il part de la gauche à travers, c'est comme la période le livre noir du communisme où dedans t'avais des trotskistes d'ailleurs qui sont venus de trucs de mémoire. J'étais trotskiste, j'étais Mao, mais en fait je me suis rendu compte, regardez Aragon, les conneries qu'il a dit. Ce sont les seuls qui n'excluent pas de parvenir au pouvoir par la force. En conférence, il arrête pas de dire la révolution c'est une mauvaise idée, l'avant-garde c'est nul, c'est toujours les premiers qui meurent en premier et c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Moi je pense qu'il le sait. Moi je pense que c'est fait exprès. Moi je pense que ce qui l'angoisse, c'est que une partie de la fille est l'idéal qu'il décrit. Et que sauf que la mise à jour idéologique de la fille sur les questions woke, pour le dire à sa manière, est ce qui en réalité le terrorise le plus. Et que sa manière d'évacuer l'angoisse que la side woke de la fille soit existante, c'est de faire croire que la fille est l'inverse de ce que lui il défend par ailleurs, c'est-à-dire républicain, prise de pouvoir par les urnes, la démocratie, défendre les institutions de la République, ce truc-là. Et que lui, en fait, son angoisse, c'est qu'il se dit, c'est con, il pourrait y arriver à utiliser ces outils que moi je suce toute la journée, la laïcité, l'universalisme, la République, pour faire une politique un peu trop woke pour moi. Et que ça, c'est sa grosse angoisse. Ça voudrait dire que ce logiciel qui a servi à empêcher une gauche un peu plus radicale d'avoir le pouvoir pendant longtemps serve en réalité à faire venir des idées qui lui déplaisent à présent, quoi. Je me fais un peu l'avocat du diable, un représentant de ce que vous appelez aussi parfois la nouvelle gauche. Il vous dirait pourquoi est-ce que vous opposez les deux ? C'est-à-dire que est-ce que c'est forcément un jeu à somme nulle ? C'est-à-dire que soit on défend ce que Michel Onfray appelle le peuple old school, parfois par ailleurs, le peuple ouvrier, etc. Est-ce qu'on est obligé de le mettre en opposition avec les minorités de genre, de race, pour parler leur vocabulaire, pour parler leur vocabulaire. La race n'existe pas, on l'a enlevé de la Constitution, le racisme n'existe pas. Le spectre de l'émancipation, c'est-à-dire qu'on n'a rien contre l'ouvrier, on est toujours sur une logique de classe, mais simplement parce qu'ils appellent l'intersectionnalité, tout ça, ça fait un grand champ d'émancipation. Pourquoi est-ce qu'Éric Nolot, il choisit entre l'ouvrier français et la drag queen, pour faire vite, Pour faire vite, entre l'ouvrier et la drag queen. Pour résumer, ce qui fait trop rire, c'est que je pense que tu fais la sociologie du niveau de précarité de la grande majorité des drag queens. Je pense que tu trouves le peuple, à mon avis. D'abord, il y a quelque chose de très choquant dans le cynisme de Terra Nova.
parce que ce grand remplacement-là, on peut utiliser cette expression, parce que c'est ce que propose Terra Nova, hein, un remplacement d'un peuple par un autre. Peuple old school, ça me va très bien. Peuple vieille école par un nouveau peuple. Bon. Il y a quand même un cynisme incroyable, et puis Terra Nova, le fait quand même de lâcher des gens pour lesquels on a pris. C'est le grand remplacement d'un peuple par un autre. D'un peuple par... Bien sûr. Bah, attends, ce n'est pas le grand remplacement. S'il n'y a pas un grand remplacement réel ethnique, il y a au moins un grand remplacement idéologique. Les Arabes et les homosexuels, et on laisse tomber les ouvriers blancs. Tu vois, mais ça, c'est encore une fois... Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est qu'ils doivent nier l'universalité des droits défendus par un parti comme la France Insoumise. Bah oui. En fait, c'est que le principe de la France Insoumise, c'est que c'est des droits qui profitent à tout le monde. La note de Terra Nova dans le détail, il vous explique que ces gens-là pensent mal. Oui. Ils sont pas ouverts aux nouvelles théories, ils sont pas ouverts aux progressistes, ce sont des gens très rétrogrades. Nous, ce qu'on dit, c'est que Terra Nova a tort de dire que le prolétariat old school est homophobe. Genre, il y a une différence. Bah, il peut l'être, mais pas plus que les autres, quoi. Des gens qui se sentent un peu mauvais, quoi. Donc, quand quelqu'un sent mauvais, il faut s'en éloigner et essayer de le remplacer par quelqu'un qui est parfumé. Bon, moi, déjà, sur la présentation, je trouve ça extrêmement choquant. Alors, ce qui est marrant, c'est que cet argument de Terra Nova sur le peuple blanc au school est leur argument sur El Famoso électorat musulman. Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont les mêmes croyances que sur Terra Nova, mais déjà d'une pour les musulmans. Et en vrai de vrai, ils sont pas loin d'avoir les mêmes croyances de Terra Nova parce que leur peuple old school, ils considèrent que leur peuple old school, il aime pas la drag queen aussi, tu vois. Donc eux-mêmes, ils pensent comme Terra Nova. Mais c'était la critique que faisait Maud Royer vis-à-vis de Ruffin. C'est ça. Et ce qui est dit, c'est que la gauche doit accepter le conservatisme du peuple blanc old school, il faut faire avec, parce qu'il y a un bon sens populaire, mais doit combattre activement et mettre sous OQTF le conservatisme des Noirs et des Arabes, quoi. Genre, alors que la vérité, c'est que la gauche n'accepte ni l'un ni l'autre et essaye de convaincre les gens d'arrêter de l'être le plus possible, quoi. Genre, voilà la vérité. Qu'elle est universelle, quoi. Alors, oui, voilà, c'est ça. Et que les droits, de toute façon, à mon grand malheur, hein, d'ailleurs, moi, des fois, que les droits profitent, que la carte vitale profite aux libéraux contre la Sécu. Et que des droits profiteront à des gens qui sont contre nous. Bah oui, bah c'est comme ça. Mais de l'autre côté, c'est pas un jeu à somme nulle. Parce que quand vous défendez le peuple ouvrier, vous défendez la justice sociale, vous allez défendre quoi de l'autre côté? Pour ce qui est des minorités sexuelles, etc., je ne parle pas évidemment des droits fondamentaux ou de les protéger contre l'homophobie, la transphobie, tout ce que vous voulez. Mais simplement, vous allez aboutir à quelque chose qui est devenu la négation de la démocratie et même la négation d'une possibilité de démocratie. C'est l'extension infinie des droits individuels. Vous devez satisfaire en permanence ces minorités qui vont vous demander encore plus. Demander encore plus de... En fait, pareil... De quoi tu parles? Genre, je pense que le sous-entendu, c'est rembourser les traitements hormonaux par la Sécu. C'est un caprice minoritaire dont on s'en branle. Oui, c'est ça. C'est en mode, tu leur donnes ça et ils te prennent ça, quoi. Voilà, c'est bon. Quant aux populations immigrées, pour satisfaire cet électorat, et alors depuis que j'ai publié ce livre contre Mélenchon, je pense que la réalité n'a fait que me donner raison, vous allez tout lâcher. C'est-à-dire vous allez donner droit, vous allez satisfaire le communautarisme le plus débridé, le plus décontracté. Voilà. C'est-à-dire vous allez... Mais attends. Mais du coup, en quoi c'est un problème? De quoi? Parce que là, il dit communautarisme débridé. Donc c'est débridé qui nous donne l'indice que le communautarisme, c'est pas bien. Mais concrètement, ça voudrait dire quoi? Concrètement, en quoi ça ferait dégénérer la société française? C'est quoi exactement le problème? Non, mais lui, son argument, on en revient à les femmes voilées dans le sport, les bars de quartier où les femmes n'ont pas le droit de rentrer, et l'islam rétrograde, etc. C'est juste ça l'argument, on cherche pas. Et que après, j'ai l'impression qu'il a juste un argument philosophique de la France ne serait plus une indivisible parce que je sais pas quoi. Mais surtout que c'est pas l'idéologie de la fille. Bah oui, en plus. Genre la fille, ils sont restés laïcards, enfin vraiment, allô Ils défendent la loi de 2004. On en est arrivé au point où maintenant la France Insoumise est devenue le petit télégraphiste d'une idéologie totalement étrangère à la France qui est l'islamisme. Et il n'aura jamais d'exemple concret, hein. De toute façon, laisse tomber. Hein. Bah si, je pense que c'est le Hamas, le concept d'islamophobie, défendre le CCIF, mon cul, Daniel Obono, blabla. Oui, la ligne Obono, mes couilles, oui. Ce genre de truc, je pense. Hein. Ouais. Et vous dites d'ailleurs, on l'a choisi dans l'entretien, que c'est le parti de l'étranger. Hein. Mais c'est pas... Attends, le parti de l'étranger, c'est pas un dog whistle turbo d'extrême droite? Turbo dog whistle d'extrême droite. Hein.
Là où c'est l'antisémite, etc. Bien sûr. On est d'accord, le parti de l'étranger, c'est une rhétorique vraiment sombre, non? Oui. Maurras, mais on est d'accord que c'est même un truc un peu connu comme terme, genre. Bah oui, hein. Genre, Ils ont d'ailleurs plus ou moins acté ça pendant la dernière campagne européenne où Rima Hassan, et LFI avec elle, n'a fait campagne que sur le conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce que Rima Hassan était là pour s'adresser à un certain électorat et pas aux autres, qui est un calcul qui peut marcher, puisque le ticket d'entrée au second tour de la présidentielle, ce sera peut-être pas 25 ou 30%. Si c'est ça, logiquement, il y aurait plus que les Noirs et les Arabes pour voter pour la fille. Bah oui. Comment mais non, parce que les Blancs, du coup, ils ont dans une fausse conscience de classe ou de je sais pas quoi, et du coup, ils se font avoir par l'idéologie qui les pousse à aller à l'encontre de leurs propres intérêts en se pensant dans la bien-pensance et dans... Tu vois, genre, c'est un raisonnement circulaire. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a les Blancs, ils se sont fait avoir, quoi. Ouais, c'est ça. Puisqu'on parle de Rima Hassan, ça me fait penser que, on sait qu'elle n'a pas été, pas tout à fait reconnue pour avoir soutenu Boualem Sansal, qui est actuellement en prison en Algérie. À l'heure où on tourne cet entretien, quelques jours auparavant, il y a une résolution qui a été proposée au vote à l'Assemblée, à la Commission des Affaires étrangères, pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Et on apprend qu'à l'occasion de ce vote, alors qu'il sert pour le moment peut-être théoriquement symbolique, parce que c'est à la Commission des Affaires étrangères, bon, en attendant, c'est la vote d'une résolution. C'est quoi le problème? Parce que la fille, elle n'a pas voulu y aller, c'est ça? Sur quoi? En fait, la fille Elagoué en entièreté a amendé cette résolution, etc., a participé au travail parlementaire là-dessus. Mais ce qui en sont restés, c'est que la droite et l'extrême droite ont voté dans cette résolution aussi des articles pour en profiter pour demander à l'Algérie de plus appliquer les OQTF, de faire des trucs, et en fait pour mettre en fait la guerre de position que mène en ce moment la France contre l'Algérie dans le prétexte de la libération de Boualem Sansal. Et du coup, Rima Hassan, elle a dit « Je suis pour la libération de Boualem Sansal, voilà, ce n'est pas normal d'être enfermé pour des idées politiques, etc. Mais par contre, je ne voterai pas une résolution qui en profite pour jeter de l'huile sur le feu dans nos relations avec l'Algérie et qui en profite pour mettre des trucs qui n'ont rien à voir avec la libération de Boualem Sansal. » La gauche s'est massivement abstenue, en tout cas la France Insoumise, une partie du PS et les écologistes. Ah, une partie du PS? Peut-être qu'une partie des PS et des écologistes se sont abstenus parce qu'eux aussi ils étaient d'accord avec le diagnostic que dans la résolution il y avait des trucs de merde. Au hasard, je sais pas. Ils ont fait passer leurs intérêts électoraux contre les idéaux qui ont été ceux de la gauche, c'est-à-dire libération des prisonniers politiques. donc t'es pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah? Non, parce que c'est un terroriste palestinien et que... Ah oui, c'est pas un prisonnier politique, c'est un terroriste. Ouais. Sans compter que, bon, Michel le répète maintenant allègrement, a raison, qu'en plus il a eu un avocat juif récemment qu'on lui a demandé de mettre sur le côté pour prendre un avocat quand même qui présentait mieux. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est l'Algérie, genre, qui a dit on veut pas de ce gars-là, peut-être? Le régime algérien demande à Boualem Sansal de prendre un avocat non juif. Le pousser à changer d'avocat français, une intimidation sans pareil. Alger aurait envoyé des émissaires le 17 février auprès de l'écrivain afin de le pousser à changer d'avocat français, précisé le magazine. Pour essayer de l'en convaincre, ces émissaires ont expliqué que le remplaçant de maître Françoise Imré aurait une chance d'obtenir un visa afin de pouvoir le visiter. Ok. Sûrement un gros mytho, oui ou pas. Bon, après, clair, oui, je sais pas. Est-ce que je serais étonné qu'il y ait des dingueries faites comme ça? Je ne serais pas étonné non plus, les gens. Bon. Oui, après sur les strates. Moi, à mon avis, qu'il soit défendu par qui il a envie. Qu'est-ce qu'on s'en branle, vraiment. Ouais. Il y a quelque temps, quand la gauche était un peu moins indigne, il y aurait eu des protestations incroyables contre ça en disant mais comment? Déjà cet homme est malade, il est interné dans des conditions, voilà, il a pas. En fait, c'est chiant, c'est que ça débat de ça, mais genre vraiment la très grande majorité des gens à gauche, il y a soit les gens qui sont en mode je m'en branle, qui se démerdent, mes yeux sont secs, ce qui est une position que tu peux regretter. Oui. Mais il y a quand même plein de gens, moi perso, je n'ai pas peur de dire qu'il soit libéré. Vraiment, je m'en branle, genre ce gars-là, on est capable de l'attaquer sur le fond de ses idées. C'est bon, il n'y a pas besoin de le mettre en zonce, quoi. En fait, ça fait croire qu'il y aurait une sorte de position hégémonique à gauche de se réjouir de son enfermement, alors que personne dit ça, quoi. Que les gens sont en mode ce gars est un islamophobe et un raciste, mais bon, est-ce qu'il faut qu'il soit enfermé? Non, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même la position la plus répandue. Oui, c'est la position la plus hégémonique, en vrai. Mais surtout pour des gens qui voient le retour des années 30 en permanence. Parce que quand vous dites votre avocat il est très bien, mais il est juif, donc prenez-en un autre. T'as vu leur manière de le présenter? C'est que ça serait la France insoumise presque. Oui, c'est la France insoumise qui aurait demandé à Boualem Sansal de changer d'avocat. De fou, alors là, c'est vraiment... C'est vrai, ouverture de Front Populaire, en effet, la vision des Juifs par Jean-Luc Mélenchon ou la vision des Juifs par le régime pétainiste, je pense qu'il y a des parallèles à faire. Oui. Voilà. Tiens, voilà, c'est clairement le sous-entendu, mais c'est de la folie. Oui, c'est littéralement ça. C'est de la folie.
Genre le truc de peut-être qu'il y aurait eu des flics algériens qui seraient allés le voir pour lui dire de faire ça, c'est devenu Mélenchon qui demande à Boualem Sansal de pas prendre d'avocat juif. Mais c'est de la folie. Hein. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup de ça dans ses livres, c'est Marcel Gauchet, au sujet d'un thème important à mon avis, qui est celui de la préférence nationale. Pourquoi je dis ça ? Parce que, puisque dans ce numéro il est question de la gauche et de l'extrême gauche, l'extrême droite, lui il dit, d'ailleurs c'est le titre de l'entretien, faut arrêter avec cette histoire de préférence nationale parce que la préférence nationale est consubstantielle à l'idée de nation, sans quoi, etc. Ce que vont répondre les gens en face, c'est oui, mais justement, parce que je crois que c'est Jean-Yves Camus qui dit ça, en fait la préférence nationale aujourd'hui c'est le cœur nucléaire du Rassemblement national, parce que c'est ce qui peut encore les rattacher à l'extrême droite stricto sensu, parce que sinon on peut pas leur reprocher grand-chose. Attends, mais là, la dinguerie qu'il vient de dire... Là, il est en mode, en fait, la préférence nationale, c'est juste qu'on préfère les gens de notre nation. Non, la préférence nationale, c'est une façon gentille de déguiser le racisme. Genre, quand on parle de préférence nationale, on parle des gens d'origine étrangère. Mais surtout, t'as entendu ce qu'il a dit ? Il a dit, en vrai, le seul truc un peu d'extrême droite chez Le Pen, c'est la préférence nationale, parce que sur tout le reste, on n'a rien à leur reprocher. Oui. C'est de la folie, hein. C'est incroyable, hein. Et ces gens-là sont en mode, on est la vraie gauche, hein. Et ils disent des phrases en mode le Rassemblement national, globalement, on est d'accord avec eux. Hein. Demain, potentiellement, si on a une préférence nationale, on peut dire écoutez, vous voulez tel poste dans telle entreprise, vous avez une carte de nationalité, vous êtes roumain, il y a un Français ici, il aura le poste avant vous. C'est déjà le cas. Attends, mais je comprends. C'est déjà littéralement le cas. Pour embaucher une personne étrangère, il faut prouver qu'aucune personne française ne pourrait faire un job, ne pourrait avoir son job. C'est littéralement. D'ailleurs, pour ça que généralement, dans Emily in Paris, c'est tout l'enjeu, etc., de son emploi. Et du coup, elle doit prouver qu'elle est plus utile qu'un Français pour faire son truc. Et c'est pour ça qu'ils sont en mode non, mais regarde, elle est tellement meilleure en marketing parce qu'elle a un savoir-faire états-unien et c'est comme ça que justifie de la garder en France. Comment vous voyez cette histoire de préférence nationale ? Est-ce que pour vous, c'est un. Oui, bon. C'est, comment dire, un plafond de verre ? On va voir ce qu'il répond, après on arrête. Vas-y. Un peu de tout ça, parce que la préférence nationale existe dans les faits et c'est même pas contesté, le droit de vote. Là, ce que j'adore, c'est qu'eux, ils sont en mode ok, le RN, nationaliste, raciste, bon d'accord, vas-y, Osef du RN, mais bon, la préférence nationale, ça existe déjà, c'est l'État-nation, c'est nous, on préfère les Français. Bon, vu que c'est déjà là, on va pas se battre contre. Oui, c'est ça. Et on va aller dans le sens du truc, donc votons RN en fait, limite, puisque le seul truc qui font que c'est d'extrême droite, c'est déjà le cas, tant pis, c'est bon, on peut voter pour eux, ils sont souverainistes, on est heureux, vive le RN, quoi. Ouais, mais parce que c'est son même truc de quand on était en mode non, et c'est quoi la gauche de laquelle il se revendique ? La gauche de laquelle il se revendique, c'est la gauche coloniale. C'est le truc de non, mais c'était mieux avant l'universalisme quand ça voulait dire en fait que finalement les Arabes ça dégage parce que vous êtes un peuple inférieur. C'est de la folie. Hein. Ce qui rend la réponse difficile, c'est qu'en effet, l'expression de préférence nationale fausse le débat. Parce que tout de suite, là, vous ouvrez une forme de boîte de Pandore. On a l'impression que Pétain va sortir de sa tombe et venir vous tirer par les pieds la nuit. Moi, je crois qu'on ne peut rien construire si d'une certaine manière, mais sans que ça aille jusqu'à la xénophobie, mais évidemment, sans que ça aille jusqu'à la discrimination, mais on ne considère pas qu'il y a un nous et un eux. Il faut quand même que pour faire nation, vous considériez qu'il y a quelque chose qui nous unit et qui n'est pas tout à fait la même chose que les voisins, même si on a d'excellents rapports avec eux. Et d'ailleurs, c'est réciproque. Moi, je ne demande pas, quand je vais dans un pays étranger, d'être traité exactement comme les gens. Je trouve ça bien qu'il y ait tout de même une identité propre. Et donc c'est ça l'universalisme. Le mec a dit « je suis universaliste ». Et après, il dit ça. Il dit « il y a un nous et un eux, il y a des différences, c'est normal de moins aimer les étrangers ». Mais il sait ce que c'est l'universalisme ou pas ? Il comprend ce que c'est, de quel corpus idéologique ça se réclame ? L'universalisme pour justifier le différentialisme. Oui, c'est incroyable. On aime universellement, pas les autres, quoi. Genre, c'est l'universalisme à l'échelle de la nation, quoi. Dans une sorte de grand tout où en fait vous êtes né là ou là, c'est la même chose, et puis en fait les gens sont interchangeables. D'ailleurs c'est un peu le rêve d'ailleurs des tiers-mondistes, hein, en fait un homme égale un homme, peu importe si pendant 40 ans il a vécu dans une autre culture. Puis mais attends, mais surtout que ce qui me tabasse, c'est qu'il vient de dire non, mais les droits fondamentaux, c'est pas un problème. Sauf qu'en fait, quand on parle de ça, on parle de respecter les droits fondamentaux de la personne. Et les droits fondamentaux, désolé, c'est pas les droits fondamentaux, c'est pas de dire que les gens sont inférieurs s'ils sont pas de ton pays. Les droits fondamentaux, c'est de dire qu'un homme égale un homme et que leurs droits doivent être respectés. Et que c'est précisément ça l'aspect révolutionnaire de l'universalisme des droits de l'homme, qui peut être d'ailleurs critiqué par. C'est ça, en fait, c'est que lui, il a la version de l'OIQ de la critique de l'universalisme pour dire quand même la France c'est mieux. Oui, et il y a la même version IIQ de
de dire l'universalisme, parfois, tend à, plutôt que l'universalisme, ça tend à imposer une vision une suprématie, et une suprématie du truc. Mais lui il est en mode, je trouve que les autres c'est mieux, mais après il y a du mieux qu'il faut conquérir et coloniser parce que c'est trop inacceptable. Et puis il y a les Hollandais, quoi. Les Hollandais, ils ont des claquettes chaussettes, bon bah ils sont pas pareils que moi, eux ça va. Par contre il y en a d'autres, là faut y aller pour leur dire comment penser. Il y en a d'autres, ils font des prières dans la journée, quoi. Donc bon, c'est quand même chaud, quoi. Ah ouais. C'est un peu aussi le rêve du capitalisme, en fait. Un travailleur peut être un travailleur. En plus, le deuxième travailleur, si vous pouvez le payer encore un peu moins cher parce qu'il vient de l'étranger, c'est bien. Donc en fait, je comprends d'où vient ce tir de barrage contre la préférence nationale. L'extrême gauche et le grand capital y ont intérêt. Moi, je crois que sans que ça prenne des formes agressives, il faut quand même une forme de barrière, de distinction. L'extrême gauche, elle utilise ce truc de un homme égale un homme pour dire, bah du coup, payez pareil les travailleurs. Après, c'est justement les... Et là, on paye aussi l'époque où la gauche et l'extrême gauche a été un peu nuls sur les questions protectionnistes et souverainistes, en défendant certains trucs un peu libéraux malgré gauche, eux. Non. Moi j'étais là. Ah ouais, moi je peux te dire. Je peux te dire, ouais. Quand tu parlais de questions de protectionnisme, ils en redevenaient pro-européens par un angle internationaliste mal compris. Ah, en mode, oui, mais ils étaient un peu cons sur ça. Nous permet quand même un cadre de révolution des peuples. C'est ça, mais c'était attention, c'était les plus nuls qui étaient comme ça. Ils étaient pas beaucoup. C'était un peu à la marge. Mais après, là où tu redonnes raison à leur angoisse, c'est que ça a donné ces mecs-là. C'est là aussi où tu redonnes raison à l'angoisse qu'ils avaient à l'époque. Le protectionnisme était mal vu parce que c'était déjà les gens comme ça. T'avais déjà des rouges bruns bizarres. C'est ça le problème. Typiquement, Marcel Gauchet, il est vieux quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que leur angoisse de le protectionnisme cheval de Troie du nationalisme était pas complètement con non plus. Mais ils étaient un peu cons sur certains arguments pour dire oh là là, quand vous êtes anti-européen, en fait vous êtes anti-internationaliste. Dans un truc, C'est ça. Ça veut pas dire que j'ai envie de me battre avec eux, ça veut pas dire que j'ai envie de les exterminer, ça ne veut même pas dire qu'ils ne sont pas les bienvenus, ils sont les bienvenus à certaines conditions, c'est qu'ils se conforment à une grande histoire qui est celle de la France, à une grande civilisation. Quelle différence avec l'extrême droite, ces gens-là se disent de gauche. Moi, je trouve ça fou. Ils sont les bienvenus, mais à condition d'être comme nous. Donc, c'est pas... Ils le sont pas, du coup, on en revient c'est des universalistes au sens le plus mauvais du terme. Voilà, c'est vrai. Ils sont vraiment dans l'universalisme colonial qui a toujours été critiqué. Mais ça, après, c'était le discours aussi de... après, Marcel Gauchet, même lecture les deux, mais c'est le discours de Laurent Bouvet avant le printemps républicain. C'est totalement le discours, parce que c'était vraiment la gauche assimilationniste qui portait ce discours-là aussi, quand il y avait le débat entre le modèle français de l'assimilation, qui est le bon modèle, contre le méchant modèle de l'associationnisme à la britannique ou anglo-saxonne, qui crée le communautarisme, et du coup, parce que regardez, il y a des villes où il n'y a que des noirs. Bon, bref, très mauvaise lecture de la sociologie, mais enfin voilà, c'est vraiment le truc. Bon, que Nolo aille se faire voir, ça. On peut plus. Ah ouais, qu'il aille se faire foutre. On peut plus, lui, ça. Je regarderai plus jamais ces conneries. Le dernier était plus drôle, mais le dernier nous avait fait Mélenchon. Oui, mais le dernier, il était marrant parce qu'il disait Mélenchon est un homosexuel refoulé. Du coup, ça, c'était encore plus drôle. Bah oui, c'est parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs comme ça. Là, il était un peu funny. Là, il était plus funny parce que le dernier sur Mélenchon, l'homosexuel refoulé, bande sur les Arabes, on avait bien rigolé, quoi. Alors que là, c'est beaucoup plus grave ce qu'il dit, quoi. Oui, là, il était juste chiant et raciste, quoi. Du coup, c'était triste, quoi.